Maman, tu m'entends? À 2 heures du matin, dans le silence d'une nuit pluvieuse, une faible voix retentit au téléphone. Elle figea la mère sur place. 5 ans s'étaient écoulés depuis que l'enfant avait disparu sans laisser de traces. Tout le monde le croyait définitivement disparu. La mère avait appris à survivre en vivant dans le silence, jusqu'à ce que cette voix ramène tout en arrière. Un seul bref appel téléphonique, mais il a suffi à raviver un espoir que le monde avait abandonné depuis longtemps, et à partir de ce moment, un voyage a commencé, un voyage qui a conduit non seulement vers la lumière mais aussi vers une vérité que personne n'osait imaginer. Je peux y aller tout seul, maman. Je ne suis plus un petit enfant, cria Ethan, une main tirant la bretelle de son sac à dos sur son épaule, l'autre balançant un téléphone jouet rouge qui pendait à la fermeture éclair. Il se tenait sur le seuil, son bonnet rouge légèrement de travers, comme s'il était prêt à sprinter à travers le monde. La lumière du matin filtrait à travers les feuilles d'érable, projetant une fine bande dorée sur les marches du porche. L'air était frais et sentait légèrement l'herbe humide. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de café fumant à la main, les yeux rivés sur le garçon. Ses joues étaient légèrement gonflées par le manque de sommeil, ses cheveux étaient en bataille, mais son regard était clair et d'une tendresse douloureuse. À ses pieds, leur chapeautelé Peanut gisait affalé, remuant à peine l'oreille à la voix d'Ethan. « Tu n'as que 7 ans, Ethan. »« 7 ans, c'est encore un enfant, dit-elle doucement avant de soupirer. Je peux venir te chercher plus tôt aujourd'hui, par précaution. Mais je connais le chemin, dit-il en se retournant, parlant plus fort, et en montant sur le rebord du porche. Je vais prendre le chemin qui longe le parc. Il y a un policier là-bas, et tu as dit qu'aujourd'hui était le jour pour essayer de me laisser y aller seule. Sarah jeta un coup d'œil à l'horloge de la cuisine, 7h10 exactement. Il lui restait 20 minutes pour se rendre à la bibliothèque. Ses matinées commençaient toujours par cataloguer de vieux livres, une tâche fastidieuse, mais qui empêchait son esprit de vagabonder. Elle se tourna vers Ethan. Ses baskets gris argentés étaient un peu de travers, une chaussette plus haute que l'autre. Sa main serrait délicatement le jouet rouge, toujours accroché à son sac à dos, une façon d'appeler maman quand elle lui manquait. Un silence silencieux s'écoula entre eux. Sarah baissa la voix, juste pour aujourd'hui. Appelle-moi juste après l'école. Pas de changement d'itinéraire, pas de détour, pas de course. D'accord? Marché conclu. Promis. Ethan hocha la tête avec empressement, puis leva 2 doigts vers sa poitrine, dessinant une forme comme un super-héros. Super Ethan ne rompt jamais ses promesses. Sarah laissa échapper un léger rire, pas tout à fait un sourire complet, mais suffisant pour réchauffer le brouillard matinal entre eux. Vas-y, mon grand. Elle poussa la porte. Ethan descendit les marches en sautillant et se retourna pour faire un signe de la main. Au revoir, maman. Je t'aime. Sarah regarda la petite silhouette courir le long de la clôture, puis disparaître dans la ruelle étroite à côté de la maison de Monsieur Carter. Ce n'est qu'après qu'il fut complètement hors de vue qu'elle retourna dans la cuisine, tenant sa tasse de café entre ses 2 mains, comme si elle essayait de retenir la chaleur qu'elle venait de laisser s'échapper. 15h12. Sarah alluma le four, y glissa une pizza surgelée, puis jeta un nouveau coup d'œil à l'horloge. 3h12. Elle regarda par la fenêtre. Aucun signe de lui. Les chaussures de foot d'Ethan étaient toujours par terre. Le sweat à capuche rouge qu'elle avait lavé la veille était toujours accroché à la chaise. 15h20. Elle ouvrit la porte, monta sur le porche et descendit la rue. Aucune voix. Pas de cri familier, maman. J'ai marqué un but aujourd'hui. Comme toujours, elle arriva au coin près de leur maison, se déplaçant rapidement, sans savoir où ses pieds la menaient. Dans son esprit, une image se répétait, un sac à dos bleu et un téléphone jouet en plastique rouge suspendu à la sangle. 15h37. On n'a pas vu Ethan dans la cour de récréation après l'école, répéta mademoiselle Alice, son institutrice, au téléphone. Sa voix était posée ou presque trop posée, comme si elle essayait de ne pas paniquer. Mais quelques étudiants ont dit l'avoir vu sortir avec un groupe d'enfants par la porte latérale. Sarah raccrocha, le cœur brisé. Elle appela la police. 16h15. Détective Reed, chef de la sécurité, grand, cheveux poivre et sel, mâchoire carrée et posture tranquille de quelqu'un habitué depuis longtemps à travailler en silence. À côté de lui se trouvait sa partenaire Dana, une jeune femme au regard perçant, à la démarche rapide et alerte, comme si elle était toujours à la poursuite de signes que personne d'autre ne remarquait. « Madame Sarah,
Akiesarid, nous aimerions connaître l'heure de sortie de l'école, sa routine quotidienne et tout ce qu'il fait habituellement après l'école. Sarah a ouvert la porte. La maison n'était pas en désordre, mais tout à l'intérieur semblait conserver une chaleur qui venait de s'échapper. Sur la table se trouvait une tasse de café du matin à moitié vide. Un livre pour enfants était ouvert, les pages pliées où le coin de Spider-Man était plié à un angle étrange. Il rentre toujours directement chez lui. Il ne s'arrête nulle part, dit Sarah en essayant de garder une voix calme. Aujourd'hui, c'était la première fois que je le laissais marcher seul. Je ne pensais pas. Dana s'assit et tapota sur sa tablette. A-t-il des amis proches? Quelqu'un l'a-t-il observé? Y a-t-il des véhicules étranges dans le quartier? Madame Janet, une voisine âgée de l'autre côté de la rue, se tenait sur son porche. Elle s'approcha et parla doucement. Cet après-midi, j'ai aperçu un SUV noir inconnu. Il a ralenti près du chemin de gauche, près du portail de l'école, mais il aurait aussi pu s'agir d'un camion de livraison. Reed hocha la tête sans commenter. Il prit des notes. Puis Dana a brandi quelque chose, un téléphone jouet rouge, en plastique, un côté ébréché, le faux haut-parleur rayé. On l'a trouvé à 2 pâtés de maison du portail de l'école. Appartient-il à Ethan? Sarah n'a pas répondu. Elle s'est effondrée sur le sol, serrant le jouet comme si c'était son enfant. La nuit tomba rapidement, mais l'appartement de Sarah resta plongé dans l'obscurité. Les ombres ne semblaient pas menaçantes, mais plutôt comme une couverture qu'elle tirait sur elle pour étouffer l'appel sourd de son cœur. Peanut était recroquevillé à ses pieds. La télévision diffusait les informations locales. Un garçon de 7 ans, Ethan Miller, a disparu cet après-midi. La police de San Mateo collabore avec la communauté locale pour le retrouver. Il a été vu pour la dernière fois portant une veste bleue, un jean et un bonnet rouge. Sarah n'a pas entendu le reste. Ses yeux étaient rivés sur la minuscule paire de chaussures près de la porte. Elles étaient toujours là, intactes, comme si elles attendaient que leur propriétaire fasse irruption, ouvre grand la porte et crie « Je suis rentré ». Mais la porte est restée fermée. À San Mateo, en fin d'après-midi, il y avait tellement de calme qu'on avait l'impression que le temps passait plus lentement ici que dans le reste du pays. Les buissons de lavande derrière la bibliothèque avaient déjà bruni au niveau des bords des feuilles, bien que nous ne soyons qu'au début du printemps. Une brise glissait sous l'avant-toit, tirant doucement sur quelques rubans décolorés encore suspendus au Noël oublié de quelqu'un. Dans le bureau temporaire de la bibliothèque publique, la vieille imprimante ronronnait sans interruption. L'odeur du papier, de l'encre et des jours sans rien de nouveau se mélangeait en une seule odeur, si familière qu'il était difficile de dire où l'air s'arrêtait et où commençait la mémoire. Sarah était assise derrière le bureau, un surligneur à la main, marquant les retours en retard. Une vieille bande dessinée pour enfants usée s'est glissée hors du meuble inférieur. Elle s'arrêta et le regarda, un gros dinosaure bleu toujours brillant sur la couverture, bien que les bords soient ternes et effilochés. Rien de spécial. Juste un livre. Mais cela lui coupa le souffle pendant quelques secondes. Elle l'a classé dans les archives, comme tout le reste du passé. Cela fait 5 ans, dit la voix de Janet, la voisine âgée du dessous. Alors qu'ils se tenaient tous les deux à côté de la boîte aux lettres, Sarah leva les yeux et fit un léger signe de tête. Ouais. Tu es toujours dans cet appartement. Je t'ai vu. Je pensais que tu étais peut-être parti. L'appartement n'a rien fait de mal, dit Sarah, puis se détourna rapidement. Janet ne répondit pas. Peut-être réalisait-elle qu'elle en avait trop dit, ou peut-être pas. Ce soir-là, après la fermeture de la bibliothèque, Sarah a marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'ancien arrêt de bus. Elle n'avait pas de deuxième emploi, ne sortait pas avec quelqu'un et ne participait à aucun groupe régulier. Elle est simplement rentrée chez elle, où chaque objet est resté exactement là où il avait toujours été, comme s'il attendait qu'une petite main revienne, et que le temps reprenne, sans jamais s'être arrêté. La boîte en métal argenté était cachée au fond du tiroir du bas, celui qui contenait habituellement les torchons. À chaque fois. Elle l'ouvrit et prit une grande inspiration, non pas à cause de la poussière, mais comme pour se préparer à ce qu'elle allait découvrir à l'intérieur. Il y avait quelques photos, Ethan souriant, coiffé d'un bonnet rouge, les bras serrés autour du chapinote. Une autre le montrait les sourcils froncés, contraint d'enfiler une chemise blanche rigide le premier jour d'école. Il y avait même sa vieille carte de bibliothèque, à l'écriture brouillonne, griffonnée, Ethan aime, commence Harry Potter. Elle remit chaque objet en place avec délicatesse, comme si ses doigts touchaient des souvenirs plutôt que du papier et du plastique.
La police municipale avait déménagé son quartier général près d'un an auparavant, tous les anciens dossiers étaient numérisés et conservés sur un serveur interne sécurisé. Des noms comme Ethan Miller n'étaient plus que des chaînes de données silencieuses, enfouies au fond d'un dossier intitulé Affaires non résolues en attente. Personne ne les a vérifiés. Personne n'a posé de questions. Personne n'avait la moindre raison de se souvenir des anciens indices, un téléphone joué tombé au bord de la route, un appareil photo cassé, une vague déposition de témoins, rien de tout cela ne suffisait à avancer. Une affaire sans corps, sans nouvelles preuves, et peu à peu devenue un sujet de conversation résigné, un léger murmure, quelle honte. L'inspecteur Reed, celui qui était venu à l'appartement de Sarah le jour de la disparition d'Ethan, avait depuis été muté aux affaires internes après une enquête interne. Sarah n'avait pas eu de ses nouvelles. Elle l'avait appris toute seule, car chaque année, le 25 mars, elle se rendait encore au commissariat. Un exemplaire du dossier en main, elle restait assise des heures dans le couloir, comme par habitude ou peut-être par punition. Cette année, c'est un jeune officier nommé Kevin qui la rencontra. Son visage était encore frais, sa peau n'était pas encore ternie par les intempéries ni le soleil après de trop nombreuses heures passées sur les lieux de l'incident, mais ce sont ses yeux qui firent s'arrêter Sarah. Il y avait de la curiosité dans ses yeux, une qualité rare chez ceux habitués au silence et aux questions sans réponse. Mademoiselle Miller, j'ai lu le dossier, commença Kevin d'une voix hésitante mais sérieuse. Il y avait plusieurs choses. Une histoire de SUV noir, brièvement évoquée, et la caméra de circulation du pâté de maison suivant, elle était en panne à ce moment-là, mais je ne pense pas qu'elle ait été vérifiée par la suite. Sarah s'arrêta. Elle ne lui demanda pas comment il avait accédé au fichier. Elle demanda la seule chose qui comptait. Que comptez-vous faire de ces détails? Kevin baissa les yeux. Ses chaussures étaient sales, comme s'il revenait d'une autre scène. Il secoua lentement la tête. En fait, le capitaine Joe n'autorisera pas la réouverture de l'enquête, dit-il. Ça fait trop longtemps. Aucune preuve matérielle. Aucune avancée. À moins d'une nouvelle piste, la réouverture ne ferait que tourner en rond. Sarah n'était pas surprise. Elle avait entendu cette phrase trop souvent la première année, la troisième, et plus récemment l'année dernière, de la bouche d'un employé de bureau, pas même d'un officier. Je sais, dit-elle doucement, comme pour confirmer une vérité qui avait toujours été vraie. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Plus de traces. Plus de témoins. Plus de corps. Plus même d'espoir. Kevin semblait vouloir dire quelque chose. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent lorsque le capitaine Joe passa du poste de commandement, les bras chargés d'épais dossiers, son regard parcourant Sarah sans s'arrêter. Le silence dans le couloir s'épaissit, comme une fumée froide. Sarah avait un jour tenté de rejoindre un groupe de soutien pour les parents d'enfants disparus. Ils se réunissaient une fois par mois au 3e étage du centre communautaire, où le couloir résonnait faiblement d'un piano joué en bas. Elle était assise en cercle, écoutant les autres parler. Une mère racontait que son fils avait disparu depuis 8 ans, et qu'on l'avait retrouvé 2 ans plus tôt, il s'était enfui avec sa petite amie. Un père parlait de sa fille, kidnappée puis secourue au bout de 3 semaines. Elle était maintenant à l'université. On parlait beaucoup de « progresser », apprendre à pardonner le destin. Sarah ne dit rien. Elle resta assise, les yeux rivés au sol, et partit discrètement à la fin de la séance, sans prendre le prospectus pour la réunion suivante. Le 25 mars, elle se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle essuya la table, nettoya les vitres, préchauffa le four. La petite cuisine était la même que d'habitude, mur vert pâle, l'horloge murale tic-tac toujours à chaque minute avec un doux tic-tac point clic-clic. Elle prépara un gâteau au beurre, le préféré d'Ethan. Pas de glaçage, rien de sophistiqué, juste un léger parfum de vanille et quelques amandes effilées sur le dessus. Elle le déposa sur une assiette, l'enveloppa de papier aluminium, sans bougie. Puis elle ouvrit le réfrigérateur et le déposa délicatement sur l'étagère du haut. Le vent s'engouffra par une fente de la fenêtre de la cuisine, faisant tomber le calendrier mural. Il tomba par terre, face contre terre. Sarah se pencha pour le ramasser et le retourna. Le 25 mars était toujours vierge, pas de notes, pas de vœux, pas de message. Peanut était allongé, immobile, près de la fenêtre, les yeux mi-clos. Dehors, les enfants sortaient de l'école, leurs cris joyeux grinçant sur les parties du corps de Sarah qu'elle avait tant essayé de soigner. Elle était assise près de la fenêtre, serrant contre elle un petit oreiller gris. Un long moment plus tard, elle s'est levée et a préparé un dîner pour une personne.
Lorsque les lampadaires s'allumèrent, le silence s'installa dans le quartier. L'appartement du 2e étage, comme chaque année depuis, n'entendait plus personne appeler quelqu'un à la maison. Sur le mur de la cuisine, la vieille horloge tic-tac résonnait sans interruption, seul bruit dans le silence de l'espace. De l'autre côté de la fenêtre, le lampadaire projetait une faible lumière jaune sur les branches nues d'un érable. Un chat errant traversait silencieusement la pelouse devant le porche, son ombre disparaissant en un clin d'œil derrière la boîte aux lettres. Sarah était assise, recroquevillée sur le canapé, une fine couverture drapée lâchement sur elle. Mais le sommeil ne venait pas. Ce soir-là était comme tous les autres. Elle n'allait pas à la télé. Elle n'écoutait pas la radio. Elle laissa le silence s'installer sur elle, comme une forme de conversation, car dans ce silence, de temps en temps, elle pensait pouvoir entendre la voix d'Ethan, l'appelant de quelque part très loin. Puis, le téléphone a sonné. La sonnerie brisa le silence comme un couteau déchirant le tissu du temps mort brusque, froide, discordante. Sarah sursauta. Le téléphone vibrait toujours sur le comptoir de la cuisine. L'écran clignotait dans l'obscurité, une série de chiffres inconnus. Aucun nom enregistré. Elle le ramassa, la main tremblante. « Maman, c'est moi. » Juste 5 mots. La voix était douce, à peine plus qu'un souffle faible, hésitante, et si familière que les genoux de Sarah s'affaiblirent. Elle n'avait même pas retrouvé sa voix que la ligne fut coupée. Sarah sortit précipitamment de la maison en pyjama, enfilant un épais manteau. La nuit dehors, son quartier familier, lui parut soudain étrange, lointain. Elle s'est rendue au poste de police sans musique, juste au son de ses pneus raclant la route vide comme la respiration saccadée de quelqu'un piégé dans un rêve. À la réception, un jeune officier nommé Mike, en poste depuis moins d'1 an, a levé les yeux de ses papiers. « J'ai reçu un appel, c'était Ethan, mon fils. » Sarah tendit son téléphone. « Je ne rêve pas. Il y a un journal d'appel, regarde. » Mike hocha la tête, prit le téléphone, mais son expression changea peu à peu de la lassitude, peut-être. Peut-être pensait-il qu'elle hallucinait. Peut-être pensait-il qu'elle n'était qu'une mère de plus refusant d'accepter la vérité. Kevin passait par hasard, une tasse de café fraîchement sortie du distributeur à la main. C'était le nouveau technicien informatique, fraîchement transféré du Wisconsin, le plus jeune de l'équipe, habituellement affecté aux gardes de nuit. Il marqua une pause, jeta un coup d'œil à Sarah et s'approcha. « C'était un numéro inconnu » demanda-t-il doucement. Sarah hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Sa voix n'avait pas changé, comme le jour précédant sa disparition. Kevin prit le téléphone et jeta un coup d'œil à l'écran. Il ne parla pas. Il appuya simplement sur le bouton enregistrer le numéro-bouton, son expression s'accentuant. « Laissez-moi vérifier le journal interne du Standard. Je pourrais peut-être localiser la tour de signalisation, à 50 km, dans une autre ville. » L'inspecteur rit d'essuyer délicatement les mains de sa femme alitée lorsque son téléphone vibra. Il faillit ne pas l'entendre. Mais lorsqu'il vit le nom de Sarah Miller à l'écran, il décrocha aussitôt. « Je crois qu'il m'a appelé, » dit Sarah d'une voix étranglée. « Je ne suis pas sûr, mais il a dit, maman, c'est moi. » Reed resta silencieux quelques secondes. Puis il se leva, attrapa son manteau et murmura à sa femme. « Je reviens bientôt. » Sarah était assise seule dans le couloir du commissariat. La chaise en plastique dur lui faisait froid dans le dos. Les néons au-dessus clignotaient lentement et irrégulièrement. Au fond du couloir, les pleurs discrets d'un enfant résonnèrent. Un agent de patrouille entra, portant un petit garçon perdu âgé d'environ 7 ou 8 ans. L'enfant tremblait, les yeux rouges et écarquillés. Sarah leva les yeux. Leurs regards se sont croisés. Son cœur vacillait. Ce n'était pas Ethan. Mais pendant un instant fugace et bouleversant, elle revit ce même regard, celui que son fils lui avait lancé, il y a longtemps. Ce regard qui disait « Je connais mon chemin, maman ». Elle retourna à sa chaise, téléphone à la main. L'appel était toujours affiché à l'écran, la ligne persistant comme un fantôme numérique. Elle appuya sur rejouer. « Maman, c'est moi. » Elle retira brusquement sa main, comme si le téléphone lui avait brûlé la peau. L'enregistrement ne dura que 3 secondes, mais à chaque écoute, il la frappait comme un coup en pleine poitrine. Elle le rejoua. Puis s'arrêta. Encore. Puis s'arrêta. Ses mains tremblaient, mais quelque chose au fond d'elle, quelque chose qui sommeillait depuis des années, commença à s'éveiller.
Comme une vieille braise qui prend feu, une étincelle de vie se ralluma. Kevin sortit de la salle technique. Son visage était pâle, sous l'effet des heures d'insomnie. L'appel a été passé depuis une cabine téléphonique. Au coin de l'autoroute 46 et de Hawthorne, dit-il doucement. Pas de caméra. Pas de données de localisation. Mais je peux essayer de remonter le signal pour voir si quelque chose d'inhabituel se produit à ce moment-là. Sarah hocha la tête, ses lèvres serrées en une ligne serrée. Tu me crois, Kevin, demanda-t-elle. Kevin la regarda un long moment, puis hocha lentement la tête, non pas à cause du dossier, mais parce qu'il savait. Je suis l'enfant d'une mère qui a perdu un enfant, dit-il doucement. Je reconnais une vraie voix. Impossible de s'y tromper. Lorsque Reed entra dans la gare, le matin était presque arrivé. L'air sentait le café rassis et le chagrin. Les lumières jaunes bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant un halo tamisé sur le vieux couloir, enveloppé de silence. Il vit Sarah et s'assit à côté d'elle. « Tu ne t'arrêtes jamais, n'est-ce pas » murmura-t-il. Sarah secoua la tête. Je n'ai jamais cru qu'il était vraiment parti. Reed expira, ses yeux se posant sur la copie du vieux dossier qu'elle serrait fermement dans ses mains. Le dossier ne contenait rien de substantiel, juste de vagues témoignages, un SUV sans permis, des caméras de surveillance tombées dans l'oubli. Pas d'ADN. Pas de traces vivantes. Avec le nouveau système, ce genre d'affaires glissait discrètement dans les oubliettes .fichier mort tiroir. Sarah resta silencieuse un moment. Puis, presque dans un murmure, elle dit « Mais maintenant, il y a un appel. » Et j'ai entendu sa voix. C'était lui. Reed jeta un coup d'œil à Kevin, assis en silence devant un terminal, scrutant les données du signal. Cette jeune technicienne, il la croyait. Il ne rit pas lorsqu'elle lui parla d'une voix qui résonna dans l'obscurité à 2 heures du matin. Reed hocha la tête, les lèvres pincées comme quelqu'un qui garde des secrets profondément enfouis. Peut-être que cette fois, on ne ratera pas ça. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon, mais les premiers reflets pâles effleuraient les vitres. Et pour la première fois depuis 5 longues années, Sarah n'avait plus peur du matin. Il était tôt. Le brouillard était encore bas, comme un voile, mais Birch Street grouillait déjà de joggeurs. Un chien aboya au loin, dans un jardin. Un camion de livraison était immobilisé au bord du trottoir, bloquant temporairement le raccourci que Sarah empruntait depuis plus de 10 ans. Elle s'est arrêtée. Sa poitrine était lourde, elle n'avait pas dormi de la nuit. Après confirmation de l'appel et du message, Kevin avait envoyé un SMS pour dire qu'il recherchait la localisation. Mais Sarah était impatiente. Devant lui se dressait un nouveau café brasserie de boulot, une façade en verre éclatant, des chaises en métal peintes en blanc, des guirlandes lumineuses suspendues comme sur une scène de théâtre. Mais il y a 5 ans, juste là, une banderole s'étendait en travers de la rue. Toute la ville est à la recherche d'Ethan. Maintenant, personne ne la regardait. Personne ne savait. Personne n'en parlait. Sarah resta là quelques secondes, puis se détourna. Elle ne détestait pas être oubliée. Il faisait juste plus froid que l'hiver. Au commissariat du centre-ville, Kevin, le jeune technicien du Wisconsin, était assis à côté de Reed. Il fixait l'écran de l'ordinateur, où de vieilles images d'une supérette de banlieue défilaient en gris atténué. Paul, le propriétaire du magasin, était âgé mais vif d'esprit. Il avait gardé l'habitude de sauvegarder ses données sur des disques durs externes. C'est la cabine téléphonique, dit Kevin en désignant le coin inférieur de l'écran. De l'autre côté de la rue, à gauche du cadre. Reed hocha la tête, le visage ridé par le temps, mais le regard toujours perçant. Il avait pris sa retraite 1 an auparavant, mais son travail ne l'avait pas lâché. Et Sarah non plus. Ni Ethan. Dans la salle de surveillance, Kevin a enregistré une autre vidéo, celle d'une caméra de vidéosurveillance installée à côté d'un vieil atelier de menuiserie, à une vingtaine de mètres de la cabine téléphonique. La caméra n'avait jamais été enregistrée, le propriétaire de l'atelier l'avait installée pour surveiller le parking arrière. Mais par hasard, elle a capturé une partie du téléphone dans son cadre. Pause. Reculé de 5 minutes, dit Reed. Kevin rembobina. Une silhouette apparut. Capuche relevée. Veste sombre. Visage caché. La personne se tenait près du téléphone, la main gauche tenant quelque chose, hésitante. Ralentit. Regarde le poignet gauche, murmura Reed.
L'image était floue, mais Kevin réussit à zoomer légèrement. Il y avait une marque sur le poignet et une sorte de cicatrice, qui s'étendait du dos de la main jusqu'au coude. Ethan est tombé, murmura Reed, en apprenant à faire du vélo. 7 points de suture. Bras gauche, ajouta Kevin. Il ne dit rien de plus. Ils fixèrent simplement l'écran, comme des hommes s'accrochant à quelque chose de fragile, quelque chose de presque réel flottant dans une mer de parasites et de lumière déclinante. Cet après-midi-là, Sarah frappa à la porte de la maison en briques rouges de Birch Street. Chez Janet. La voisine dont elle était proche depuis 12 longues années. Janet ouvrit la porte, un gant en tissu dans une main, les cheveux argentés attachés en un chignon haut. « Sarah, mon Dieu, ça fait si longtemps », halta-t-elle en la tirant à l'intérieur, sans poser de questions. La maison était restée quasiment inchangée, moquette marron, vieux canapé, quelques cactus poussiéreux en pot. Janet ouvrit un placard et en sortit une boîte à photos en fer blanc. Ses coins étaient cabossés, un autocollant de tournesol se décollait du couvercle. Ils se sont assis et ont feuilleté les photos une par une. « C'est Halloween 2016, dit Janet avec un petit rire. Ethan, déguisé en dinosaure, accourut dans tout le jardin. Sarah sourit faiblement. Mais Janet lui tendit une photo, Ethan sur une balançoire, un sac à dos bleu avec un écusson de robot Lego brodé dans le coin inférieur. Sarah se figea. Ce sac à dos. Je n'en ai jamais parlé, murmura-t-elle. Pas dans la description originale. Personne ne me l'a demandé. Et sur le moment, j'ai juste oublié. Janet hocha lentement la tête. Il avait apporté son petit couteau en bois ce jour-là. Celui qu'il appelait son épée légère. Tu te souviens? Il disait que c'était pour te protéger des méchants. Sarah émit un rire discret et triste. Elle caressa doucement du doigt le petit visage sur la photo. Ses yeux fixaient l'objectif, comme s'il savait déjà que quelqu'un, un jour, aurait besoin de s'en souvenir. Tard dans la nuit, la sonnette a retenti. Clara, la journaliste qui avait couvert l'histoire d'Ethan en premier, se tenait sur le porche de Sarah. Ses cheveux noirs étaient toujours bien coiffés, son regard profond, quoique adouci par le temps. Elle lui tendait un dossier. « J'ai entendu parler de l'appel, » dit Clara. « Je veux revenir sur cette histoire. » La ramener. « Je ne sais pas si je pourrai le supporter à nouveau, » répondit Sarah, immobile dans l'embrasure de la porte. « Je ne publierai rien sans votre permission. Mais si quelqu'un se souvient encore de ce garçon, rappelons-le, il n'a jamais été retrouvé. » Sarah ne dit rien. Elle prit le dossier et feuilleta quelques pages. Une photo en sortit ou une vieille photo, imprimée avec l'article de Clara de 2018. Ethan, souriant, tenait un téléphone jouet. Tard ce soir-là, Sarah retourna à Birch Street. Elle se dirigea vers le vieux lampadaire, celui où elle avait autrefois collé les affiches disparues de son fils. Elle tendit la main et toucha l'endroit où se trouvait le ruban adhésif. Il restait une fine couche de colle, abîmée par le temps. Une brise se leva. Quelques feuilles sèches tourbillonnèrent à ses pieds. Elle passa devant le trottoir où les enfants du quartier dessinaient autrefois à la craie. Il restait un dessin de robot délavé, brisé et taché, impossible de savoir qui l'avait dessiné, ni quand. Peut-être juste un jeu. Peut-être quelque chose de plus. Sarah se tenait sous la douce lumière jaune. Elle a sorti son téléphone et a appuyé sur « Play ». « Maman, c'est moi. » Elle n'a pas pleuré. Mais elle n'a pas non plus arrêté de transmettre le message. Un hibou ulula 3 fois depuis une autre branche, puis se tut, comme si quelqu'un lui avait serré un nœud coulant autour du cou. La cabane dans les bois était plongée dans l'obscurité, tel un puits moisi englouti par le silence. Le vent de mars s'insinuait à travers le toit de tôle rouillé, son craquement dérivant jusqu'à la terre froide comme un chant de deuil pour quelque chose que personne n'osait nommer. Marla Benson, ancienne infirmière, aujourd'hui âgée de presque 40 ans, vivait isolée dans cette cabane en bois délabrée à l'orée d'une forêt de banlieue. Sans papier. Sans identité claire. Personne ne venait la chercher, et elle ne cherchait personne. Des rumeurs circulaient en ville, on murmurait qu'elle avait été victime d'un accident médical et avait disparu de la ville. Mais seule Marla connaissait la vérité. Elle avait disparu de la société pour une raison bien plus sombre. C'était sa 3e nuit blanche. Elle était assise, immobile, sur une chaise en bois près de la cheminée, le regard vide, comme si elle guettait les échos d'un lieu qui n'existait plus en elle.
Sur la table se trouvait une vieille radio, la seule chose qu'elle avait conservée de son temps avec David. Elle était silencieuse maintenant, la poussière incrustée dans les boutons et les coutures. Mais parfois, elle l'allumait encore, espérant que la voix du garçon s'élèverait à nouveau malgré les parasites. « Tu perds la boule, Marla » murmura-t-elle. « Tu es complètement folle. » Quelques jours plus tôt, elle avait appris la nouvelle aux informations locales, l'affaire de la disparition d'Ethan Miller avait été rouverte. La police avait annoncé avoir reçu un appel téléphonique mystérieux. Quelques mots décousus, mais un seul nom. Ethan. Cela la frappa comme une lame tirée vers l'arrière à travers la chair. Marla savait. Elle savait tout. David Harper, l'homme qu'elle avait aimé, en qui elle avait eu confiance, celui qui partageait cette maison avec elle, était le père biologique d'Ethan. Des années auparavant, David avait perdu la garde de ses enfants après de multiples allégations de maltraitance. Il affirmait qu'il s'agissait d'un coup monté par son ex-femme. Il affirmait que tous les tribunaux s'étaient trompés. Marla, bouleversée par la mort de sa mère, noyée dans le chagrin et le désir, l'avait cru. Elle n'en avait aucune idée. Ce n'est que le jour où David est rentré à la maison avec un garçon aux yeux effrayés, serrant un téléphone joué et a dit, à partir de maintenant, il restera ici. Cet après-midi-là, Marla s'était rendue à l'entrée du marché de la ville, l'un des rares endroits où personne ne se souciait de poser des questions. Elle y trouva Greg Sloan, petit, trapu, une cigarette collée à la lèvre. Autrefois associé de David, il gérait désormais les hangars derrière le bar. Greg avait aidé David des fournitures, de la nourriture, des médicaments, l'un des rares à savoir qu'Ethan avait été caché. Quand il la vit, il sourit comme un renard sentant une faiblesse. « J'ai juste une question à te poser, » dit Marla sans détour. « Si, par exemple, je voulais en parler à quelqu'un, est-ce que j'aurais des ennuis ?» Les yeux de Greg se promenèrent autour de lui, scrutant les ombres. « Ne pense pas comme ça. Tu étais là, n'est-ce pas ? 5 ans. Je n'ai jamais touché le garçon. Je n'ai rien fait. » Greg se pencha, sa voix était un rap sèche enveloppé de fumée. « Tu as déjà entendu parler de complicité silencieuse, Marla ? Si tu parles, tu finis en prison avant lui. » Marla recula, le souffle coupé. Greg sourit et s'éloigna. Cette nuit-là, elle a écrit une lettre. Son écriture tremblait. Elle ne signa pas. En bas, elle griffonna. « Si vous voulez toujours savoir si votre fils est vivant ou mort, allez à la cabine téléphonique à l'extérieur de la ville. 15 heures. Demain. » Elle n'a pas osé l'envoyer elle-même. Au lieu de cela, elle l'a glissé à un inconnu dans une librairie d'occasion, plié dans un vieux livre de poche, enveloppé dans du papier journal. Elle n'a jamais regretté son choix. L'après-midi suivant, le soleil était haut, mais le vent froid soufflait latéralement sur les terres dégagées le long de l'autoroute. Sarah arriva à l'heure. La cabine téléphonique se dressait seule, sa base entourée de mauvaises herbes, ancrée dans le béton fissuré telle une relique. Un banc couvert de mousse se trouvait à côté, à moitié enfoncé dans la terre. Et sur le banc une copie usée de la toile de Charlotte. Sa colonne vertébrale était déchirée. Sarah le ramassa, les mains tremblantes, et ouvrit la couverture avant. À l'intérieur, il y avait une photographie. Elle s'est figée. Son corps entier s'est transformé en glace. C'était Ethan. Ce n'était pas le garçon de 7 ans qu'elle avait perdu au nom, c'était un garçon de quelques années plus âgé. Ses cheveux étaient plus longs, ses joues creusées, mais ses yeux étaient les mêmes. Profonds. Sombres. Larges d'émerveillement. Gardant toujours ce regard silencieux et confus, comme s'il jouait à cache-cache, attendant que quelqu'un le trouve. Sarah ne pleura pas. Mais ses mains tremblaient en tenant la photo, et un souffle qu'elle retenait depuis 5 ans s'échappa de sa poitrine comme une prière brisée. Elle pressa la photographie contre son cœur, la déposa dans l'espace qui était resté creux pendant si longtemps. Elle ferma les yeux. Et dans le silence qui suivit, sous un ciel pâlissant aux premières promesses du printemps, elle s'autorisa pour la première fois à croire. Non seulement à l'espoir, mais à la vérité. Quelque part, son fils était toujours là. Attendre. Se souvenir. S'accrocher. Et maintenant, elle l'était aussi. Elle respirait, mais elle avait l'impression que l'air l'avait quittée depuis longtemps. Au loin, dans les bois, Marla se tenait derrière le tronc épais d'un vieux chêne. Elle aperçut Sarah, mais ne s'avança pas. « Je suis désolée, murmura-t-elle,
à peine audible par-dessus le bruissement des feuilles. Je sais que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Puis, sans attendre de réponse, elle se retourna et s'éloigna. Les ombres s'étendaient derrière elle. Elle disparut dans l'odeur des feuilles humides et du vent froid, comme si elle n'avait jamais existé. Le ciel était couvert, un mince voile de brume semblable à de la soie pure drapant le bord de la forêt lointaine, où la portée des lumières de la ville se dissolvait dans le néant. Le sentier accidenté, parsemé de pierres et de racines enchevêtrées, envahi par la végétation au-delà de la pente, menait à la lisière de la forêt, un chemin accessible uniquement à ceux qui étaient suffisamment déterminés pour le trouver. Depuis l'après-midi précédent, Sarah tenait une enveloppe. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur, juste une photo, Ethan, plus âgé maintenant, les cheveux plus longs, mais ses yeux si reconnaissables entre mille, toujours les mêmes. Il n'y avait aucune note, seulement un tampon d'encre flou au dos. Cabine téléphonique. 15 heures. Elle avait envoyé la photo à Kevin. Reed et lui sont passés à l'action. Après des heures de recherches intenses, ils ont retrouvé la trace d'un vieux téléphone public près des bois. À ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute. Ils devaient agir. Même s'ils ignoraient ce qui les attendait. Sarah était assise à l'arrière de la voiture de police, Kevin au volant. L'inspecteur Reed était assis à côté de lui, les yeux rivés sur une carte étalée sur ses genoux. Il n'y a qu'une seule cabane dans un rayon de 5 km, murmura Reed. Seule structure encore indiquée sur la carte, mais aucun occupant enregistré. Sarah n'arrivait plus à rester assise depuis que Kevin avait confirmé le signal de la cabine téléphonique. Elle avait supplié de venir. Quand Reed a vu ses yeux, il n'a pas dit non. Il connaissait tous les risques. Mais il savait aussi que certaines choses, seule une mère pouvait les ressentir. Et si c'était vraiment là qu'Ethan avait été caché? Personne n'avait plus le droit d'être laquelle. À leur arrivée, la cabane était enveloppée de brume et de mousse. Les fenêtres étaient penchées de travers. La porte fermait mal. Kevin fut le premier à l'ouvrir. Sous le faisceau de la lampe de poche, ils l'ont vu, l'abandon, la moisissure et un silence épais comme la pourriture. D'un coin de la pièce, un faible bruit retentit. Sarah entra lentement, puis se figea sur le seuil de la porte. C'était Ethan. Il était assis dans un coin, ses vêtements tombant sur sa silhouette frêle. Sa peau était pâle. Il tenait toujours un vieux téléphone jouet. Ses doigts étaient raides, comme s'il s'accrochait au dernier morceau d'un monde qu'il ne pouvait pas lâcher. Ses yeux étaient vides, comme s'il essayait encore de voir au-delà des murs. Comme un animal blessé pris à découvert. Sarah s'est agenouillée. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas appelé son nom. Elle posa simplement une main, doucement, sur son épaule, comme si quelque chose de plus ferme pouvait le faire disparaître. À ce moment-là, tout ce qu'elle pouvait sentir était son petit dos, encore chaud. Cette chaleur était la seule chose qui la maintenait ensemble. Ethan tressaillit. Il retira son épaule et baissa la tête. Ses yeux parcoururent son visage, comme quelqu'un reconnaissant quelque chose de lointain, mais profondément familier. Il n'a pas pleuré. Mais dans son regard, il y avait quelque chose qui coupa le souffle à Sarah. Parce que cet enfant, aussi maigre et secoué qu'il était, pouvait encore voir sa mère. Et c'était le bonheur. Mais une sorte déjà épuisée. Sarah laissa échapper un souffle tremblant, comme si elle venait juste de réaliser qu'elle le retenait. Elle sortit un mouchoir gris de son sac à main, le trempa dans l'eau chaude de son thermos et essuya doucement le visage d'Ethan. Ses mouvements étaient lents, tendres, comme si la plus petite erreur pouvait le blesser. Chaque contact était un effort silencieux pour apaiser, pour consoler, pour dire « Je suis là maintenant. Tu es en sécurité. Tu n'as rien à dire. Reste ici. » Dehors, Marla était menottée par la police. Elle n'a pas résisté. Lorsque Reed l'a interrogée, elle n'a dit qu'une seule chose. Je l'ai laissé passer un appel. Une seule fois. David n'était pas là. À l'intérieur, Kevin a trouvé une carte, ainsi qu'un dossier rempli de documents. Plusieurs emplacements marqués, des stations-service au point du réseau électrique. C'était clair. C'était planifié. Il ne restait plus qu'à trouver le bon moment pour disparaître. Sarah ne savait pas ce qui allait se passer après cette nuit-là. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'Ethan était toujours assis là, serrant ce téléphone jouet usé comme si c'était la seule chose qui le rattachait au monde qu'il connaissait autrefois. Elle essuya doucement son visage à nouveau,
comme quelqu'un qui braque une petite lampe de poche dans un coin sombre, non pas pour tout voir, mais juste assez pour éviter de se perdre à nouveau. David a été arrêté alors qu'il tentait de traverser la frontière sud. Il a utilisé de faux documents dans un terminal de bus fédéral près de la frontière du Texas. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était suivi, il a couru dans une cour de marchandises, enjambant 2 conteneurs d'expédition. Mais les agents fédéraux l'ont coincé. Levez les mains. Lâchez ce sac. Le commandement a ouvert la nuit. David jeta un coup d'œil en arrière, les yeux injectés de sang. Puis, lentement, il posa le sac à dos. Il n'a pas résisté. Il tendit les mains vers les menottes. Son visage était vide, comme si rien de tout cela n'avait rien à voir avec lui. À l'arrière de la voiture de patrouille, il était assis, silencieux, respirant régulièrement, comme s'il contrôlait toujours le jeu. Le tribunal a opté pour une audience à huis clos, compte tenu de l'implication d'un mineur. Les poursuites ont été menées par le bureau du procureur de district. David était représenté par un avocat commis d'office. Leur argument a suscité l'indignation. Que David avait agi uniquement pour protéger son fils d'une mère émotionnellement instable. Ils ont soumis des copies des dossiers de thérapie psychologique antérieure de Sarah. Un transfert de responsabilité dans un renversement calculé. La salle d'audience s'est mise à vibrer au son de murmures de colère. Le procureur a immédiatement objecté. Le juge a dû frapper du marteau pour rétablir l'ordre. Dans cette petite pièce étouffante, l'air devenait épais. Sarah était assise au premier rang, serrant fermement la main d'Ethan. Le garçon portait une chemise blanche, un peu trop grande pour sa silhouette mince. Il était assis près de sa mère, la tête baissée. Ses cheveux étaient fraîchement coupés, mais ses yeux semblaient encore distants du monde. De temps en temps, il jetait un coup d'œil vers David, comme un enfant essayant de retrouver le visage d'un inconnu dans un souvenir oublié depuis longtemps. David fut conduit à l'intérieur, flanqué de 2 officiers. Alors que ses yeux effleuraient Sarah, elle se leva. Pas de mots. Aucun pas en avant. Juste un coup d'œil. Il n'y avait aucune haine, aucune accusation. Seulement une présence si inébranlable que David a dû détourner le regard. Marla est apparue ensuite, escortée depuis la zone d'attente des témoins. Elle avait l'air fragile. Ses cheveux s'éclaircissent. Ses yeux frénétiques. Sa voix tremblait lorsqu'elle est montée à la barre. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je pensais juste que David avait besoin d'aide. J'avais tort. Lorsque l'avocat de David a tenté de la contester, Marla s'est soudainement levée, interrompant la question au milieu d'une phrase. Elle a pointé directement le défendeur. Sa voix tremblait, mais elle était féroce. J'ai vu ce garçon pleurer toutes les nuits. Je ne peux pas me le pardonner. Et je ne le laisserai certainement pas s'en sortir. Son témoignage, bien que fragmenté, combiné aux preuves à la carte, les appareils de communication. David n'a laissé aucune place au déni. La police a également présenté des enregistrements de surveillance de la cabine. La voix d'Ethan répétant les mêmes phrases, encore et encore. Comme si c'était ancré en lui. La salle d'audience est tombée dans un silence total. Le juge Warren, connu pour être sévère mais juste, a écouté sans interruption. Lorsqu'il a prononcé sa sentence, sa voix est restée calme. L'accusé, David Miller, est condamné à 30 ans de prison pour enlèvement d'un mineur, atteinte intentionnelle à la santé mentale et obstruction à la justice. Le verdict a également cité l'implication indirecte de Gregory Hay, un vieil ami de David, qui avait été placé à l'emplacement de la forêt pendant la période où Ethan était détenu. Bien que Greg ait refusé de témoigner, il est resté en détention pour une enquête plus approfondie. Quant à Marla, sa coopération et son honnêteté lui ont valu d'être placée dans le programme de protection des témoins. Elle a été transférée dans un autre état, loin des ombres de sa vie passée. Sarah n'a pas pleuré. Mais son visage était figé, ses épaules tremblaient faiblement. Elle serra plus fort la main d'Ethan, comme si elle s'accrochait au dernier fil de vie. Après des années de souffrance silencieuse, Ethan a assisté à sa première audience au tribunal. Il ne dit rien quand il vit son père emmené. Ses yeux se levèrent, lourds de souvenirs sans nom. Ses lèvres se pressèrent fermement. Mais une seule larme coula sur sa joue pâle. Sarah se pencha en avant et posa sa main sur son dos. Un câlin sans forme, mais chaleureux, comme une fine couverture en hiver. Dans le rayon de lumière froide qui filtrait à travers la porte de la salle d'audience, elle murmura. « Je suis là.
Plus personne ne te touchera. Personne n'a essuyé cette larme. Personne n'avait besoin de dire un mot de plus. La vérité était enfin revenue là où elle devait être. Le centre de réadaptation se trouvait tranquillement à la périphérie de la ville, niché à côté d'une petite forêt où les sentiers couverts d'arbres murmuraient chaque matin le chant des oiseaux. Sarah et Ethan se virent attribuer une chambre modeste, sa seule fenêtre ouvrant sur un petit jardin de lavande violette qui se balançait doucement dans la brise. Les premiers jours, ils échangeaient à peine plus de 5 mots à la fois. Ethan s'asseyait simplement près de la fenêtre, silencieux, tenant un vieil ours en peluche que quelqu'un au centre avait discrètement placé sur son lit. Le docteur Rachel, spécialiste en rétablissement post-traumatique, avait été chargé des soins d'Ethan. Elle était grande, ses cheveux légèrement bouclés toujours bien coiffés, sa voix douce mais ferme, le genre qui n'exigeait pas, mais offrait une présence constante. Chaque matin, Rachel passait du temps avec Ethan à une petite table en bois dans le coin ensoleillé de la pièce. Elle ne l'a jamais poussé à parler. Ils dessinaient ensemble ou lisaient des histoires simples, non pas pour lui enseigner, mais pour être à ses côtés. Il n'a pas besoin d'être retiré, dit Rachel à Sarah un matin, d'une voix douce mais ferme. Il doit savoir qu'il peut sortir quand il sera prêt, et que quelqu'un sera toujours là. Sarah écoutait. Elle a recommencé à zéro, comme si elle élevait un nouveau-né. Elle a appris à Ethan les noms des fruits et des aliments, l'a aidé à distinguer l'acide du sucré et de l'épicé, à montrer les couleurs des tableaux accrochés le long des murs du couloir. Chaque nuit, elle le promenait lentement dans le couloir où la lumière se déversait des hautes fenêtres, essayant de l'aider à se réhabituer à la luminosité. Un jour, Ethan s'arrêta devant une grande vitre et murmura « Maman, le soleil est-il comme une lampe ?» La question fit mal au cœur de Sarah, mais la fit aussi sourire fragile, tremblante, mais réelle. Lisa, l'orthophoniste, est arrivée la 2e semaine. Elle a apporté avec elle un petit enregistreur numérique. « Si tu n'es pas prêt à parler, dit-elle doucement en s'agenouillant à côté de lui, tu peux enregistrer ce que tu veux dire. » Lisa n'a pas insisté. Elle a simplement laissé l'enregistreur à côté du lit et est sortie tranquillement. Une nuit, Sarah l'entendit s'allumer. Elle n'est pas entrée. Elle se tenait simplement devant la porte, silencieuse. Le lendemain matin, après qu'Ethan ait quitté la pièce avec Rachel, Sarah a allumé l'enregistreur. La voix de son fils résonna, douce et hésitante. « Maman, je me souviens encore de toi. » Sarah s'est effondrée sur le sol. Elle entoura l'enregistreur de ses bras comme si c'était quelque chose de vivant, comme si c'était son souffle, sa main. Elle n'a pas essuyé ses larmes. Mais pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose de chaud commencer à remuer à nouveau dans sa poitrine. La nouvelle de la guérison d'Ethan ne s'est pas répandue dans les journaux. Cela a touché une personne à l'autre, cela s'est murmuré entre ceux qui l'avaient connu. La boîte aux lettres à l'extérieur du centre a commencé à se remplir de petits colis. Une vieille bande dessinée. Une note écrite avec soin et embillée par une ancienne institutrice de maternelle. Je me souviens encore de tes petites mains dessinant des soleils. Il y avait même un robot en plastique et nettoyé, poli, emballé dans du papier doux envoyé par un ancien camarade de classe nommé Ben, vivant maintenant dans un autre état. Un après-midi, alors qu'Ethan jouait tranquillement avec Lisa dans le jardin, une voiture noire s'est arrêtée. Sarah se tendit, le cœur battant la chamade. Un homme d'âge moyen est sorti, tenant un simple paquet marron. « Je suis le frère de Marla, dit-il, les yeux baissés. Elle m'a demandé d'apporter ça. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une seule photo d'Ethan, prise lors de son arrivée à la cabane et une note pliée. « J'espère qu'il vivra une vie pleine de lumière. Ne me pardonne pas vie, tout simplement. » Sarah n'a pas répondu. Mais cette nuit-là, elle a réécouté l'enregistrement pour Ethan. Il n'a pas parlé. Il la regarda longuement, puis, alors qu'il s'allongeait dans son lit, pour la première fois, il approcha sa petite main de la sienne. Sarah est restée éveillée toute la nuit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Et sa main, si proche de la sienne, ne semblait plus froide. Le lendemain matin, Rachel a remis à Sarah un dessin qu'Ethan avait terminé. On y voit 2 personnages, un grand, un petit debout dans une forêt, le soleil se levant derrière eux. Sarah le regarda pendant un long moment, ne sachant pas quoi dire. Mais Ethan se retourna et, dans un murmure semblable au vent dans les feuilles sèches, il dit « C'est toi et moi, maman. » Dans les jours qui suivirent, Ethan recommença à parler. Pas grand-chose, mais plus. Plus clair. Il posait à Sarah des questions soudaines. Est-ce que Peanut le chat est toujours en vie?
Quel était mon plat préféré à l'époque, maman? Chaque question ressemblait à une petite coupure dans le cœur de Sarah. Mais aussi comme une brique, posée doucement, une à une, pour reconstruire le pont entre eux. Un après-midi pluvieux, ils ont planté ensemble un pot de menthe près de la fenêtre. Et pour la première fois depuis des éternités, le parfum des nouvelles feuilles emplit la pièce. L'espoir n'a pas eu de défilé. Pas de trompette. Il a simplement poussé, comme une petite pousse verte dans un sol calme, là où il attendait depuis toujours. Sarah a dit que les plantes ont besoin de lumière pour pousser, Ethan a hoché la tête, a posé sa main sur le sol humide et a murmuré, « Moi aussi ». Un groupe d'étudiants locaux a monté une petite pièce de théâtre dans la cour du centre, à propos d'un garçon perdu dans les bois qui a retrouvé son chemin vers la maison, guidé par la lumière des étoiles. Ethan regardait de loin, assis tranquillement sur les genoux de Sarah. Lorsque le personnage principal a crié « Je suis à la maison », Sarah a senti les épaules de son fils trembler légèrement. Cette nuit-là, dans la douce lueur jaune du couloir se reflétant sur le plafond, Sarah et Ethan étaient allongés côte à côte. Elle ne parlait pas, ne racontait pas d'histoire, elle restait juste là, sa main près de la sienne, très près. Et cette fois, c'est Ethan qui a tendu la main en premier. À l'extérieur de la fenêtre, le vent bruissait à travers les arbres, les feuilles chuchotaient comme une berceuse. Une douce brise secouait la vitre, créant un son si tendre qu'il ressemblait à un silence. Sarah écoutait la respiration régulière de son fils et, à ce moment-là, elle savait. Il n'y aurait pas de chemin facile, mais ils étaient sur la bonne voie, et il y avait encore de la lumière au bout du tunnel. Le centre de réadaptation où Ethan recevait un traitement a commencé à étendre son programme après un flot de lettres et d'appels téléphoniques de familles dont les enfants avaient disparu. Un matin de fin mai, Sarah a été invitée à une conférence de presse organisée par la ville pour remercier les agences impliquées dans le sauvetage. La presse a rempli la salle, les appareils photos ont flashé avec force. Mais elle a décliné l'invitation à parler. « Je ne veux pas raconter l'histoire de mon enfant à travers un flash », murmura-t-elle au docteur Rachel, alors qu'elles étaient assises ensemble dans la petite cuisine du centre. « Je veux transformer ce qui s'est passé en quelque chose qui aide les autres. » La même semaine, Sarah a commencé à travailler avec un avocat communautaire et le docteur Rachel pour créer un petit fonds appelé Silent Light. Le fonds n'a pas été créé pour raconter l'histoire d'Ethan, mais pour mettre en relation les familles avec des enfants disparus et les soutenir avec une aide juridique, un soutien psychologique et des conseils médiatiques. Sarah savait trop bien ce que signifiait la solitude, et elle ne voulait pas que d'autres aient à traverser l'obscurité seule comme elle l'avait fait. Clara, l'ancienne journaliste qui avait interviewé Sarah pendant la première année de la disparition d'Ethan, s'est présentée de manière inattendue au centre. Cette fois, elle ne courait pas après une histoire. « Je veux l'écrire à nouveau », dit-elle, mais pas un article à la une histoire humaine, si vous le permettez. Sarah hésita, puis hocha la tête. Mais elle avait une condition. Vous ne pouvez pas utiliser le mot victime. Mon fils est un survivant. Kevin, le jeune officier qui avait suivi l'affaire de près, a rejoint Lisa et le docteur Rachel pour former l'équipe principale du Silent Light Fund. Ils organisaient des rassemblements privés où les parents encore à la recherche de leurs enfants pouvaient venir parler, ou simplement écouter. Certains ont partagé pour la première fois l'histoire d'un enfant perdu 10 ans plus tôt. Certains sont venus juste pour s'asseoir tranquillement, mais sont repartis avec une accolade. Un après-midi, alors que Sarah rangeait la bibliothèque de la salle de thérapie, Ethan lui apporta un dessin. « Pour toi, maman. » Sarah la prit dans ses mains. L'image montrait 2 maisons. Un petit, tordu, caché au fond des bois, avec une minuscule silhouette à la fenêtre. L'autre brillait de lumière, sa porte grande ouverte et des étoiles en papier collées sur les fenêtres. « Où est-ce » demanda-t-elle. Ethan réfléchit un instant, puis dit « C'est là où j'étais et où je veux être. » Sarah n'a rien dit. Elle a ramené le dessin chez elle, dans l'appartement du 2e étage où elle vivait encore. Maintenant avec de nouveaux rideaux et un plan de lavande près de la fenêtre. Elle a collé la photo sur le mur juste en face de son lit. Elle recula et le regarda pendant un long moment. La brise provenant de la fenêtre ouverte agitait le bord du papier. Pour la première fois depuis des années, Sarah a laissé la fenêtre ouverte toute la journée. Dans les jours qui ont suivi, le centre a organisé une petite exposition. Pas de presse, juste la famille et les amis. Les enfants ont peint, fait des travaux manuels et raconté des histoires qu'ils avaient imaginées. Ethan a rejoint Lisa. Il a fabriqué une lanterne en papier et à l'intérieur, il a placé une note sur laquelle il était écrit
je n'ai plus peur du noir car ma mère est la lumière. Lisa a donné la note à Sarah. Elle le lut, puis le plia soigneusement et le glissa dans sa poche. Elle n'a rien dit, mais ses yeux brillaient. Cette nuit-là, Sarah s'est assise pour écrire des lettres de remerciement à toutes les personnes qui l'avaient aidée, elle et Ethan. À Kevin, le jeune officier qui n'a jamais abandonné. À Lisa, qui a donné un langage au silence. Au docteur Rachel, qui ne s'est jamais précipité. Et à Clara, qui a choisi d'écouter au lieu de juger. Sur la table, une vieille photo d'Ethan petit garçon reposait à côté du nouveau dessin. Entre ces deux images se trouve tout un voyage. Sarah ne savait pas ce qui allait arriver ensuite. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur du lendemain. À l'extérieur de la fenêtre, le lampadaire éclairait les feuilles des arbres en douces taches dorées. Sarah se tenait là, sa main posée sur le rebord. Le vent agitait doucement ses cheveux. Dans le silence, quelque chose bougeait. Pas fort, pas évident, mais c'était léger. Une sorte de lumière silencieuse et stable. La façon dont l'amour continue, même après toutes ces années. Un vendredi après-midi, Sarah a reçu une lettre d'une mère d'un autre État, dont la fille avait disparu 3 ans plus tôt. Ce n'était pas long, juste quelques lignes. Je ne sais pas par où commencer, mais j'ai lu l'histoire d'Ethan et je ne me sens plus seule. Merci. Sarah a plié la lettre et l'a placée à côté de la photo de famille. Ce soir-là, elle et Ethan étaient assis sur le balcon, la douce lueur du coucher de soleil réchauffant leurs deux têtes. Le garçon était maintenant assis plus près de sa mère, posant sa tête sur son épaule, sans peur. Elle a parlé à Ethan d'autres enfants comme lui, qui étaient aidés par le Silent Light Fund. Maman, puis-je écrire une lettre à cet enfant? Sarah se tourna vers lui, ses yeux brillants. Bien sûr, nous l'écrirons ensemble. Cette nuit-là, Ethan prit un stylo et, d'une écriture tremblante, écrivit la première ligne. Je m'appelle Ethan. Avant, j'avais peur de tout, mais maintenant c'est mieux. Je pense que si tu veux, nous pourrions être amis. Sarah l'a lu et n'a pas changé un mot. Elle vient de l'embrasser sur le front. Dehors, la veilleuse est restée allumée. Comme la lumière silencieuse qui vit en chacun de nous. Il a plu sans interruption toute la matinée. Les gouttes de pluie s'accrochaient à la vitre comme des murmures d'un passé dont personne ne pouvait vraiment comprendre le sens. Dans l'appartement du 2e étage, où Ethan et Sarah apprenaient à vivre à nouveau après 5 années fracturées, la douce lueur du plafonnier se répandait sur la table en bois. Là où se trouvait une vieille photo de famille. Un fragment de mémoire qui n'a jamais complètement guéri. Ce jour-là, Sarah a reçu une lettre sans adresse de retour. L'enveloppe était tachée d'eau. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier pliée en deux. L'écriture est fine, inclinée, mais délibérée. C'était de Marla. La femme qui avait aidé Ethan a passé un appel téléphonique depuis la cabane au fond des bois. Je ne demande pas pardon. Je veux juste que le garçon sache que j'avais tort. Mais j'ai essayé de faire les choses correctement. À ce bref instant, j'ai choisi de le laisser m'appeler, même en sachant le prix que cela me coûterait. Si je pouvais revivre ce jour, je le ferais plus tôt. S'il vous plaît, prenez soin de lui. Et s'il veut un jour me répondre, je le lirai. Marla. Ethan tenait la lettre et étudiait l'écriture. Il n'a rien dit pendant plusieurs minutes. Finalement, il regarda sa mère et demanda, sa voix à peine plus forte qu'une brise sur un lac tranquille. Était-elle une mauvaise personne? Sarah n'a pas répondu tout de suite. Elle le regarda, puis regarda la fenêtre trempée par la pluie. Elle t'a sauvé, même après être restée silencieuse pendant très longtemps. Je ne sais pas si elle était bonne. Mais je sais ceci. Tu es là à cause d'elle. Ethan hocha la tête. Il n'a rien demandé d'autre. Les jours passèrent sans bouleversement majeur. Mais chaque instant portait en lui une sorte d'attente silencieuse. Comme une feuille qui aspire au soleil après la pluie. Il n'y avait plus de course. Fini les appels téléphoniques frénétiques. Ou des nuits blanches remplies de la peur de ne pas savoir. Mais la paix, comme il s'est avéré, n'est pas venue du jour au lendemain. Cela s'est installé lentement, comme la poussière sur une étagère restée longtemps intacte. Ethan a commencé à retourner à l'école. Non pas avec la clameur d'un retour, mais en douceur. Comme tremper ses orteils dans une eau qui se souvient encore du froid. Au début, il n'y avait que lui et Miss Joannet. Un conseiller à la voix douce qui le rencontrait dans une pièce calme du centre communautaire, 2 fois par semaine.
Ils ne se sont pas toujours plongés dans les leçons. Certains jours, ils coloriaient simplement. Certains jours, ils inventaient des histoires sur des animaux qui s'étaient perdus dans les bois mais qui avaient retrouvé leur chemin en écoutant le vent. Mademoiselle Joannet n'a jamais insisté. Elle a juste souri et attendu. Laissez le silence faire ce que les mots n'ont pas pu faire. Après quelques semaines, Ethan a rejoint un petit groupe d'apprentissage avec 3 autres enfants. 2 filles et un garçon, chacun portant ses propres histoires tranquilles. Aucun d'eux n'a demandé à Ethan pourquoi il était là. Ils ont partagé des crayons de couleur, échangé des autocollants et ri de la façon dont le chien de thérapie Murphy ronflait toujours pendant la lecture. Pour Ethan, c'était suffisant. C'était à nouveau quelque chose de solide sous ses pieds. Sarah était toujours là, assise dans la salle d'attente juste à l'extérieur de la porte en verre dépoli. Elle apportait un livre différent à chaque fois. Des romans qu'elle avait autrefois eu l'intention de lire lorsque sa vie était en pause, d'une manière très différente. Mais quel que soit le titre, elle ne semble jamais dépasser la page 10. Ses yeux parcouraient les mots, mais ses oreilles restaient rivées sur le couloir. Son cœur s'est accordé au rythme subtil de la guérison de son fils. Elle n'a pas interrompu, n'a pas plané. Elle est simplement apparue discrètement, à chaque fois. Parfois, en attendant, elle levait les yeux de son livre non ouvert pour voir Ethan à travers la petite fenêtre d'observation. Il était penché sur son carnet, les sourcils froncés de concentration. Ou rire quand Murphy se retournait pour se faire caresser le ventre. Et dans ces petits aperçus, Sarah sentit quelque chose commencer à se dérouler en elle. Quelque chose qui a été enroulé trop serré pendant trop longtemps. Ce n'était pas vraiment un soulagement. Ce n'était pas encore la joie. Mais c'était le début de la facilité. Un après-midi pluvieux de la fin de l'automne, le garçon était assis près de la fenêtre tenant Peanut, le vieux chat qui avait maintenant presque 15 ans. Le chat posa son menton sur le genou d'Ethan, paresseux et content, comme si le monde entier était un rêve qui n'avait pas encore pris fin. Sarah était assise à côté d'eux, lisant. La pièce était silencieuse, interrompue seulement par le bruit des pages tournées et la douce pluie qui tombait. Personne ne parlait, mais la paix remplissait l'espace. Une paix suffisamment profonde pour que 2 âmes en voie de guérison puissent s'asseoir côte à côte sans avoir besoin de mots pour les maintenir ensemble. Le journal local de ce jour a publié un petit article dans la page culture. Pas la première page. Pas en gras dans les titres. L'article était intitulé « 5 ans dans les bois et le retour d'une petite lumière ». Personne n'a été désigné comme un héros. Personne n'est devenu un symbole. Mais tous les noms ont été mentionnés. Sarah, la May. Rucky n'a jamais abandonné. Kevin, le jeune officier qui croyait à un appel téléphonique à 2 heures du matin. Lisa, la thérapeute silencieuse qui a aidé à replanter les mots. Et Ethan, le survivant qui n'avait pas besoin de médaille. Sarah plia le papier et le posa. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre où Ethan était toujours assis. Dehors, le ciel s'était assombri, mais la lumière à l'intérieur restait chaude. Elle posa doucement une main sur son épaule, comme si un mouvement brusque pouvait briser ce calme fragile. Il commence à faire froid. Fermons la fenêtre, chérie. Ethan n'a pas répondu. Mais il s'est légèrement déplacé pour la laisser se rapprocher. Sarah ferma doucement la fenêtre. Le grincement de la charnière ressemblait à la fin d'une chanson calme. La pluie continuait, mais la pièce était maintenant chaude. À l'intérieur de Sarah, les questions ne bouillonnaient plus. Elle avait arrêté de souhaiter une fin parfaite. Elle avait appris à vivre avec la perte comme les gens vivent avec une cicatrice. Pas quelque chose à effacer, mais quelque chose avec lequel bien vivre. Cette nuit-là, Ethan a pris son stylo et a écrit dans son journal, celui qu'il partageait uniquement avec sa mère. L'écriture était inégale, mais les mots étaient clairs. Aujourd'hui, j'ai pensé à Miss Marla. Je ne suis pas en colère contre elle. Si elle ne m'avait pas laissé l'appeler, je ne serais peut-être pas assis ici maintenant. Je ne sais pas ce que signifie vraiment le pardon. Mais je pense que je vais bien. Sarah le lut, puis referma doucement le cahier. Elle n'avait pas besoin d'apprendre à son fils ce qu'était le pardon. Il l'avait trouvé tranquillement, tout seul. La nuit est tombée. Sarah a éteint la lampe du salon, ne laissant que la douce lueur de la lumière de la chambre s'étendant dans le couloir. Elle se tenait sur le pas de la porte, regardant Ethan recroquevillé avec son oreiller, les yeux à peine fermés, la respiration régulière. Sur le mur, le tableau était toujours accroché, 2 maisons. L'un dans la forêt,
l'autre avec une fenêtre éclairée. Elle s'approcha et l'embrassa doucement sur le front. « Dors bien, mon amour. » Ethan se tourna légèrement, mais n'ouvrit pas les yeux. Ses lèvres ont bougé juste assez pour dire « Je n'ai plus peur du noir, maman. » Sarah sourit. Elle a éteint la dernière lumière. Dehors, il pleuvait toujours. Mais à l'intérieur de leur cœur, la lumière restait. Silencieux, stable, ne s'estompe jamais. Et c'était ce qui comptait le plus. Nous venons de traverser un voyage plein d'ombre et aussi plein de lumière. L'histoire d'Ethan ne concerne pas seulement un garçon kidnappé et retrouvé. Il s'agit d'amour, de persévérance et de capacité à pardonner. Peut-être que le plus dur n'est pas de perdre quelqu'un. Ce n'est pas qu'on vous y croit quand vous les cherchez encore. Avez-vous déjà ressenti cela? Traverser de longues années tranquilles, ne s'accrochant à rien d'autre qu'à un espoir fragile. Je ne sais pas où tu es, ni ce que tu traverses. Mais s'il y a une chose que j'ai retenue de cette histoire, c'est celle-ci. Parfois, il suffit d'un mot gentil, d'un regard patient, et quelqu'un peut trouver la force de se relever. Croyez-vous que le pardon est toujours nécessaire? Ou y a-t-il des blessures qu'il vaut mieux laisser intactes? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et souviens-toi. Si vous êtes fatigué, reposez-vous un moment. Si vous êtes seul. Au moins ici, tu n'es pas seul.